Et donc le bien commun. Alors, cela ressort logiquement, c'est le bien le plus principal, c'est la fin ultime. Alors, il y a une objection que j'ai résolue de manière peut-être un peu confuse la dernière fois, qui correspondrait à ce qu'on pourrait répondre immédiatement, ce qui heurte le bon sens immédiatement, c'est dire, enfin, le bonheur, bon, c'est personnel, c'est moi qui suis heureux, hein, tout est pour le bonheur de l'homme. Comment arrive-t-on, au bout d'un certain nombre de raisonnements, à démontrer que ce que l'homme doit rechercher, ce n'est pas son bonheur, c'est celui de la cité. La cité est pour le bonheur. Ainsi, on a vu dès le départ que la cité, on posait cela, la cité est nécessaire à l'homme pour qu'il soit heureux, donc c'est pour ça. La cité, c'est pour le bonheur de l'homme, et le bonheur, c'est personnel. C'est chaque homme, personnellement, qui est heureux. Alors, on a l'air de dire ici, non pas du tout, vous laissez tomber, chacun oublie son bonheur personnel, c'est pour la cité. Alors, en fait, on ne comprend pas la question qu'on pose. La difficulté et ce qui rend la chose difficile ce qui rend la chose paradoxale, c'est qu'on conçoit la cité comme une deuxième chose. Il y a la personne, et puis il y a de l'autre côté, il y a la cité. Comme si c'était deux choses absolues. Et puis alors on se demande, mais qu'est-ce qui est premier, l'un ou l'autre? Et on essaye de trouver des arguments. Bon, je vais donner les arguments. Par la vie en communauté. Qu'est-ce que c'est qu'une communauté d'un point de vue métaphysique? Ce n'est pas une substance secondaire. Si on est dans une métaphysique qui ne voit que la substance, alors la cité sera un accident. Mais dans la métaphysique de l'art, qu'est-ce que c'est que précisément l'opération commune? Donc ce schéma d'opposition, on se demande, c'est pas comme ça que le problème se pose. La cité, c'est l'opération commune des citoyens. Or, qu'est-ce que c'est que le bonheur? Nous l'avons vu. Le bonheur, c'est une opération. C'est pas une chose qu'on reçoit. Le bonheur, c'est une opération. C'est l'opération ultime. Or, ce que nous avons montré, c'est que l'opération ultime, c'est l'opération de vie dans la cité, de vie du citoyen, qui est l'opération ultime, qui est le bonheur. Donc, l'homme trouve son bonheur en exerçant cette opération de vie politique. Mais le bonheur, qu'est-ce que c'est? C'est l'opération perfective, c'est l'opération ultime. Voilà. De chaque homme. Bon. Or, quelle est l'opération ultime de chaque homme? C'est ce que nous avons montré jusqu'à présent, c'est précisément l'opération politique, c'est l'opération de vie commune. C'est cela. Nous avons montré que l'homme, dans son bonheur, était insuffisant, était imparfait, et que ce qui achevait l'homme, c'est d'insérer cette opération personnelle dans une opération commune. La cité, c'est une opération commune, ceci se voit, je dirais, par induction. Qu'est-ce que c'est qu'une cité? C'est des hommes qui vivent ensemble. C'est pas chacun une somme d'hommes, c'est des hommes qui ont une action commune. Dans toute communauté, c'est ça. Une communauté, qu'est-ce que c'est? C'est une action commune, c'est pas des gens placés les uns à côté des autres, c'est pas une quantité d'hommes comme on met une quantité de billes dans un sac, c'est pas ça. Une communauté, c'est des hommes qui agissent ensemble. S'ils n'agissent pas ensemble, il n'y a pas de communauté. Les gens qui vivent pas ensemble, justement, ils vivent les uns à côté des autres. Mais ils ne vivent pas en commun. La vie commune, c'est pas de vivre les uns à côté des autres. La vie commune, c'est une action commune. Eh bien, c'est dans cette action commune que l'homme trouve son achèvement, son bonheur. Donc le problème n'existe pas. Là, on pose un faux problème. D'opposer la cité et la personne en se demandant si c'est l'un qui est fait pour le bonheur de l'autre. Mais le bonheur de l'homme, c'est précisément son ordonnance à la cité. Dans l'action politique, je ne dis pas, mais dans la philosophie politique, nous devons laisser de côté ce rapport à Dieu parce qu'il est concrètement impossible. L'homme ne peut pas avoir de rapport avec Dieu. Au plan naturel, c'est un rapport de connaissance métaphysique, ça ne peut pas aller plus loin. La vision de ce que nous avons démontré par la philosophie, c'est que le bonheur de l'homme est dans la vision de Dieu. Bon, mais par la nature, cette vision est impossible. Alors on peut après se poser, mais nous savons que par la surnature, cette vision est possible. Donc se pose alors le problème de la vision naturelle de l'homme. Alors quel est le rapport de la cité avec la vision naturelle de l'homme? Ah bon, alors ça c'est un autre problème. Quel est le rapport de la cité avec la vision naturelle de l'homme? C'est dire quel est le rapport de la cité avec l'Église. Ah bon, alors on fait les rapports, on voit le rapport entre la politique, mais avant d'aborder cette question du surnaturel et du naturel, il faut d'abord régler la question naturelle. Donc il ne faut pas considérer la cité comme une chose de laquelle on se demanderait si elle est première par rapport à l'homme ou pas. C'est une question qui ne tient pas. On voit simplement que la cité, c'est l'opération des hommes, et c'est l'opération béatifiante des hommes, c'est tout. L'opération qui est le bonheur, eh bien c'est cela qui est la cité. Voilà ce que nous avons montré.
temporelle, naturelle, c'est la vie commune, la vie politique. Alors on pourrait poser une objection. On dirait le bonheur ou la félicité. Je dis félicité parce que pour distinguer du bonheur qui est le bonheur ultime surnaturel, la félicité de la personne est un bien particulier, dira-t-on. C'est chaque personne qui est heureuse. C'est un bien particulier. Distinction, réponse par une distinction. Le bonheur ou la félicité, disons, la félicité est propre, concedo, elle est particulière, nego. Cette réponse est importante, c'est celle en définitive qui permet de résoudre le problème. Le bonheur est une chose, la félicité, le bonheur ça serait vrai également, la félicité est propre, oui, elle est particulière, non. Alors la félicité est propre, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le bonheur a un lien immédiat avec chaque personne. Chaque personne est heureuse, c'est une chose qui est propre. C'est ce qui spécifie la vie humaine. La vie humaine est spécifiée par le bonheur qu'elle recherche. Mais la félicité est particulière, c'est-à-dire séparée des autres personnes, non. La félicité n'est pas un bien particulier. La félicité est le bien universel. Par définition, la félicité est le bien universel. Et ce bien universel existant, qui doit exister, non pas une notion universelle, mais un bien universel, c'est ou bien Dieu, ou bien le bien commun. C'est Dieu, le bien universel, c'est ou Dieu, ou le bien commun. La félicité universelle, c'est ou le bien commun, ou Dieu. C'est les seules choses qui peuvent exister, les biens qui peuvent être, c'est Dieu ou le bien commun. Bon, la vie avec Dieu, mais au plan naturel, nous n'en parlons pas, nous ne savons pas comment ça peut se réaliser, ou bien le bien commun. Alors nous concluons en disant donc que la cité, c'est la vie en société qui sera le bonheur. La cité, comme nous l'avons vu, est bien la communauté autosuffisante. Bon, alors le problème c'est que la recherche de Dieu, elle est inconsciente en chaque homme et elle conduit à la vie surnaturelle. Donc que nous pouvons envisager concrètement dans la réalisation concrète de la politique, mais pas dans les principes de la politique où la politique s'occupe de la nature. Alors ensuite il y a bien la recherche inconsciente au d'abord. Ce bien commun, c'est cette tendance naturelle de bien commun, mais pas nécessairement consciente. Et elle peut être éventuellement contredite. L'homme peut rechercher un certain bonheur partiel de manière indépendante. Mais au fond, il y a toujours cette recherche de vie commune, dans ce sens-là. Oui, tout à fait. Tout à fait. Alors, le rapport que vous posez, le problème que vous citez, c'est le problème qu'il y a entre cette recherche de Dieu et la recherche de la vie sociale. Donc le problème que vous posez est un rapport entre le surnaturel et le naturel. Alors, il faut préciser quand même pour qu'il n'y ait pas de confusion. Il faut distinguer la cité dont j'ai parlé, donc qui est la communauté autosuffisante. C'est une communication stable qui permet d'être suffisant à soi-même. D'une part, donc la cité, d'une part, et distinguer cela de l'État. L'État, status en latin. Alors souvent, dans beaucoup de livres, on emploie l'un pour l'autre, mais il y a une différence. C'est que l'État, c'est ce par quoi la cité est dirigée et réunie. Ce par quoi la cité est dirigée et réunie. Il faudra préciser par la suite. Ce qu'on appelle usuellement aujourd'hui l'État, c'est ce par quoi la cité est dirigée et réunie. Surtout dans l'époque actuelle, c'est ce qu'il faut entendre par État. Quand vous parlez de l'État, de l'administration de l'État, des propriétés de l'État, etc., on ne parle pas de la cité. On parle d'une certaine structure administrative qui est à la tête de la cité. Cette notion d'État actuellement joue le rôle que jouait autrefois le prince et son administration, et le corps des fonctionnaires, si vous voulez. Ça, c'est un élément de la cité, mais ce n'est pas la cité, ce n'est pas la même chose. Alors bien sûr, si on pose la question en des termes en disant mais quel rapport entre la personne et l'État, ah oui, il y a un autre problème alors. C'est le rapport de la personne avec ceux qui dirigent la cité. C'est une autre question. Bien sûr, il ne s'agit pas de dire que la personne est ordonnée à l'État. On ne parle plus de la même chose. L'État, c'est, pour dire les choses simplement, c'est la structure administrative. C'est le principe politique qui dirige la cité. Ce n'est pas la même chose. La cité, ce n'est pas l'État. La cité, ce n'est pas non plus la patrie. La patrie, qu'est-ce que c'est que la patrie? La patrie, étymologiquement, la patrie, c'est la terre des pères. La terre des pères. C'est ce qui se rapporte aux pères, aux ancêtres, si vous préférez. Alors, en allemand, c'est Vaterland. Vaterland, la patrie en allemand, la terre des pères, ni plus ni moins. En russe, on dira Attietchestvo. Mais Attietchestvo est dérivé de Atietz, qui veut dire le père. C'est ce qui se rapporte au père. Alors qu'est-ce que c'est? Bon, c'est la terre des pères, c'est plus généralement tout l'héritage qui vient des ancêtres.
tout l'héritage qui vient des ancêtres, d'abord le territoire. Tout l'héritage qui vient des ancêtres de la cité est d'abord le territoire. C'est ceci la patrie. Ce n'est pas tout à fait la même chose. C'est un élément essentiel de la cité, mais ce n'est pas la même chose. Donc bien distinguer la cité qui est la communauté elle-même, qui se suffit à elle-même, la patrie qui est l'héritage des ancêtres de la cité, l'État qui est ce par quoi la cité est dirigée, et puis enfin la nation qui est une communauté, une certaine, mais pas la communauté plus ou moins, une certaine communauté, je dis pas la communauté parce que justement il ne faut pas la confondre avec la cité, qui est une certaine communauté de langue ou de race ou de culture, qui est une certaine communauté de langue, de race ou de culture, le mot culture étant vraiment très général d'ailleurs. Toutes ces choses-là ne sont pas identiques, vous voyez, parce que, oui, alors nation et patrie, la patrie c'est ce qui se rapporte à ce qui est ancien, c'est l'héritage, nation et cité, eh bien c'est que la cité, c'est la communauté qui est vraiment autosuffisante. Or il peut se faire que cette communauté de langue ne soit pas autosuffisante, ou alors que cette communauté de langue dépasse les cités. Prenez le cas des différentes cités italiennes. Il n'y a pas une communauté de langue simplicitaire, il y avait une certaine communauté de langue quand même, parce que les dialectes des Italiens sont quand même très proches les uns des autres. Voyez, il y a une certaine communauté de langue, il n'y avait pas une seule cité. C'est pas parce qu'il ne faut pas faire l'équivalence, une langue, une cité. C'est pas vrai. Vous pouvez avoir une cité qui comporte plusieurs langues. Ben, c'est le cas de la Confédération helvétique. Même dans le canton des Grisons, vous avez plusieurs langues. Vous avez l'italien, l'allemand, un dialecte italien, et le romanche. Vous avez une cité plurilinguiste. Il peut y avoir une cité qui se compose de plusieurs races éventuellement. A priori, on peut se demander si c'est bon ou pas bon, mais en soi ça existe. Une nation n'a pas forcément une cité. Prenez la nation grecque, qui était éclatée en plusieurs cités, même en France. Le royaume de France n'était pas coextensif à la nation française. Une bonne partie de la nation française faisait partie de la cité espagnole à une époque. Alors il y a un problème, ça pose un problème. Je dirais, on n'a pas les éléments actuellement pour résoudre. Je veux dire, dans le cours que je vous donne actuellement, je n'ai pas encore les éléments aujourd'hui pour vous dire si c'est bien ou pas bien. Mais en tout cas, il faut distinguer. La cité, la nation, la patrie, l'État, c'est des choses différentes. Ça ne se contredit pas, mais ce n'est pas la même chose. Alors pour conclure, n'est-ce pas, sur la nature de la société civile, pour lui donner sa place, je dirais, dans l'ordre des choses humaines, on peut constater, on dira que la cité est une œuvre de l'homme. La cité est une œuvre d'art. L'homme fait les choses qui viennent à son usage et il fait la cité. La cité est une œuvre de l'homme. Il faut bien le comprendre. La cité est la communauté ordonnée à l'autosuffisance de la vie humaine. La cité est la communauté ordonnée à l'autosuffisance de la vie humaine. Or, les œuvres d'art sont ordonnées à l'homme comme à sa fin. Donc la cité est la communauté ordonnée à l'autosuffisance de la vie humaine. Or les œuvres d'art sont ordonnées à l'homme comme à sa fin. Donc la cité est la plus principale des tout que l'homme fait. Donc la cité est la chose la plus principale des tout que l'homme fait. C'est le raisonnement de saint Thomas dans la préface à la politique. L'homme fait les choses qui viennent dans son usage, et il fait la cité est la communauté ordonnée à l'autosuffisance de la vie humaine, à la vie humaine. Or, les œuvres d'art sont ordonnées à l'homme comme à leur fin, donc la cité est la plus principale des œuvres que l'homme fait, elle est la plus élevée des œuvres d'art. Il faut bien comprendre ce prologue de saint Thomas, il a été l'objet d'un contresens par certains commentateurs, par exemple dans Bucchirali et préface à la politique de saint Thomas, donne un commentaire qui est un contresens. Il faut bien on a compris ça en disant, vous voyez, donc l'homme est pour la cité est faite pour l'homme, mais c'est pas ça. Ce que saint Thomas veut dire ici, c'est qu'il compare les différentes œuvres de l'homme. Toutes les œuvres d'art sont faites pour l'homme, sont faites pour la vie humaine. Or, précisément, la cité, c'est cela qui est la vie humaine, c'est cela qui est la vie humaine. La cité est définie immédiatement par la vie humaine. La cité n'est pas quelque chose qui est fait pour la vie humaine, mais c'est défini, quand on dit ordinata ad perse sufficientia vitae humanae, cela veut dire que la cité est précisément cette vie humaine dans sa perfection. Voilà ce que dit saint Thomas dans la préface à la politique. On en a fait un contresens complet en lui donnant une interprétation personnaliste. Ce que dit saint Thomas, c'est que la cité est l'œuvre d'art la plus élevée. Autrement dit, les choses sont ordonnées à l'homme, dont tout réel, tout fait de choses
est nécessairement ordonnée au tout. Les choses sont ordonnées à l'homme, les choses, et même les choses d'art, tout réel, toute œuvre d'art, est ordonnée au tout humain, qui est la cité. La cité est la plus élevée des œuvres d'art. Donc l'unité de la cité n'est pas une unité physique, ce n'est pas une unité substantielle. Ce n'est pas une unité substantielle. Quand on parle d'unité politique, il ne faut pas du tout le concevoir comme si c'était une unité substantielle. C'est une unité d'opération, c'est une unité opérative. Et donc, la cité est connue par analogie. Par analogie. Mais ce n'est pas une substance. Vous voyez, on parle souvent de la cité, de la société, comme si c'était une chose, par analogie avec une substance. Il faut bien comprendre que c'est une analogie. Il faut faire attention. Regardez le commentaire de l'éthique, livre 1, leçon 1, numéro 5. Commentaire de l'éthique, leçon 1, numéro 5, livre 1. Ce tout qu'est la multitude civile, où la famille domestique a seulement une unité d'ordre. Unité d'ordre selon laquelle elle n'est pas une chose purement et simplement. Et c'est pourquoi la partie de son tout, c'est-à-dire la personne humaine, peut avoir une opération qui n'est pas l'opération du tout. Autrement dit, la main n'a pas d'opération propre, c'est l'opération de l'homme. Eh bien, dans une cité, du fait que c'est une unité d'ordre, la personne humaine a une opération qui n'est pas l'opération de la cité. Mais cependant, le tout a néanmoins une opération qui n'est pas propre à une partie, mais qui est l'opération du tout. Cependant, le tout, qui est la cité, a véritablement une opération qui n'est pas propre à une partie, mais qui est l'opération du tout. Autrement dit, il faut distinguer les opérations de la personne humaine en tant que partie et les opérations de la personne humaine en tant que tout, indépendant. Les opérations de la personne humaine en tant qu'indépendant, sont des opérations personnelles, et puis il y a des opérations de la personne humaine en tant qu'elle est une partie de la cité, et c'est alors que c'est une opération politique. Une opération politique, c'est l'opération de la personne en tant qu'elle est une partie de la cité. Bon, physiquement, ça peut coïncider. Physiquement, mais formellement, c'est différent. Bon, je répète, ce tout qu'est la multitude civile, politique, ou la famille domestique, n'a qu'une unité d'ordre, selon laquelle elle n'est pas quelque chose purement et simplement un. Et c'est pourquoi la partie du tout peut avoir une opération qui n'est pas l'opération du tout. Le tout a néanmoins une opération qui n'est propre à aucune partie, mais qui est l'opération du tout. Donc il y a une opération du tout qu'est la cité. Alors, nous allons démontrer dans cette partie que le but du bonheur, le but de l'homme, le but de la vie sur Terre, le bonheur temporel, c'est le bien commun. Jusqu'à présent, je dirais, nous sommes peut-être un peu abstraits. Mais oui, bien commun, l'opération du tout, l'opération commune, l'opération politique. Tout ça c'est très bien, mais concrètement, qu'est-ce que c'est? En quoi ça consiste? Alors il nous faut maintenant dire de manière plus concrète ce que c'est que ce bonheur commun, ce que c'est que ce bien commun. Quel est-il? Quel est-il? Bon, nous avons dit, c'est la fin ultime. Alors notons tout de suite que ce bien commun, ou cette félicité, est matériellement multiple, mais formellement un. Matériellement multiple, mais formellement un. Pourquoi? Eh bien, c'est une simple constatation. Ces actions politiques, cette action commune de l'homme, ce sont des choses extrêmement diversifiées, selon les personnes, selon les circonstances, les lieux, etc. C'est une foule d'activités. Donc matériellement, c'est quelque chose de commun, de multiple. Mais formellement, c'est ce qui définit, c'est la fin ultime, une fin ultime, c'est une opération.
formellement, c'est bien un. Il faut bien voir les choses de point de vue, je dirais, réaliste, métaphysique, philosophique. On peut décrire la vie politique par une foule d'activités, mais on vise un bien commun, une fin ultime, qui n'est pas sensible, visible dans son unité, mais qui est une dans son essence. Et c'est pourquoi il faut distinguer le bien commun lui-même, d'une part, et l'utilité commune, d'autre part. L'utilité commune qui signifie ici, donc je me permets de le définir puisque c'est un mot que j'introduis, la multiplicité matérielle des conditions et des parties de ce bien commun. Multiplicité matérielle des conditions et des parties de ce bien commun. Autrement dit, tout ce qui va rentrer là-dedans, tout ce qui va contribuer au bien commun. Bon, depuis le multiplicité matérielle des conditions et des parties de ce bien commun. Bon, je vous donne quelques exemples pour que vous compreniez. Dans l'utilité commune, va rentrer par exemple bien l'entretien des routes. Oui. Et pas dire que le bien commun c'est l'entretien des routes, vous comprenez. Bon. Dans cette utilité commune va rentrer les lois, l'ordre public. Mais ce n'est pas cela qui est le bien commun. Le bien commun est nécessairement quelque chose de simple, de un. Vous voyez, il faut bien distinguer le bien commun qui est simple, qui est un, et puis de ce qui concourt, ce qui compose, ce qui constitue matériellement ce bien commun, qu'on appellera l'utilité commune. C'est la multiplicité matérielle de ces conditions, et les parties, donc en particulier éventuellement le bonheur particulier de chacun. Ce qui nous permet de voir que le bien commun n'est pas matériel mais spirituel, pas surnaturel. Je dis spirituel, c'est-à-dire le bien commun est une réalité d'ordre intellectuel et volontaire, c'est quelque chose de spirituel, de mental. Et c'est pour ça qu'il peut être commun. Il ne peut pas être commun autrement. Une chose matérielle ne peut pas être commune. Une chose matérielle est forcément particulière. Elle est forcément liée à quelque chose de particulier. Ça ne peut qu'être accidentel, une chose matérielle. Ce qui est matériel de soi ne peut pas être possédé en commun. Il n'y a qu'une chose qui peut être matériellement possédée en commun, c'est si cette chose est, je dirais, matériellement très grande. Alors on peut mettre beaucoup de personnes dedans, mais chacun a sa portion, je dirais, dans cette matière, vous voyez. Si vous parlez des transports en commun, je veux bien, mais transport en commun, qu'est-ce que c'est? C'est un service que j'utilise pour ma vie personnelle, mais je me fiche pas mal à la limite qu'il soit commun, même s'il n'était pas commun, ça serait aussi bien d'ailleurs, hein. Si j'étais tout seul, ça serait pas plus mal. Bon, en soi, ce qui est matériel ne peut pas être commun de soi. Voyez. Enfin, une voiture n'est pas commune en soi. Bon, elle appartient à quelque chose de particulier. Bon. On peut, cette propriété commune est de fait divisée. La voiture est commune, la voiture de communauté. Mais c'est quoi la voiture de communauté? C'est la voiture de chacun des membres de la communauté qui s'en sert à certains moments. Donc là, l'usage de la voiture est prescrit selon certaines règles, mais ce n'est pas un bien commun au sens strict. Il n'y a que les biens spirituels qui peuvent être communiqués. Une réalité spirituelle, un objet de pensée, d'amour, peut être commun. Mais une chose matérielle de soi n'est pas commune. Elle est, dans son essence, elle est bien particulière, oui. Mais la patrie, justement, alors ça montre bien que la patrie n'est pas une chose matérielle. J'ai dit, ça comprend d'abord le territoire. Oui, mais le territoire en tant qu'héritage, pas le territoire au sens, parce que le territoire n'est pas commun, c'est pas vrai, il est coupé en multiples propriétés privées. Oui. Et on peut abolir la propriété privée, mais abolir la propriété privée, ça revient à quoi? Ça revient à distribuer la propriété privée d'une autre manière, et puis c'est tout. En général, on pratique le distribuer à des privilégiés, tout simplement. Bon, c'est pas. Donc, la chose sensible n'est pas commune. De soi, un bouquet de fleurs n'est pas commun. Il est à quelqu'un, il est sur un objet, il est dans une maison, etc., etc. Il n'y a que les choses spirituelles, je ne dis pas les choses surnaturelles, mais les choses d'ordre intellectuel et volontaire qui peuvent être communes. Voyez. Bon.
Et c'est pourquoi ce bien commun peut être participé par tous. Parce qu'il est spirituel, il peut être participé par tous, et il n'est pas participable s'il n'y a pas une cité dont il est le membre. Il est participé par tous parce qu'il est commun. Donc nous avons un bien commun. Formellement, c'est un bien commun. Un bien commun qui est commun. Un bien qui est commun. Bon, on communique dans un bien. Donc le bonheur, donc on peut formuler le raisonnement suivant. Le bonheur est bien commun. Le bonheur est bien commun. Or, la communication dans des biens est l'amitié. La communication dans des biens est l'amitié. Bon, par définition, c'est ça l'amitié. Alors, je ne vais pas en traiter ici. On a quelque chose en commun, qui peut être d'ordre intellectuel, mais purement, je dirais, utilitaire. Il peut y avoir une amitié commerciale. Alors, la communication dans un bien, c'est l'amitié. Donc, le bien commun est l'amitié. La majeure serait plutôt le bien commun et la communication dans le bien de la cité. On a bien expliqué que le bien commun était une communication de vie. C'est une vie commune. Or, une communication dans le bien, c'est l'amitié. Donc, le bien commun est l'amitié. Oui. On arrive à caractériser le bien commun comme étant une certaine amitié. C'est l'amitié politique. On ne peut pas, je dirais, du point de vue formel, dire plus que cela. C'est une opération commune, donc c'est une amitié. Alors, pour la caractériser, il nous faut alors nous tourner vers la causalité matérielle qui est l'utilité commune. Je pourrais citer cette phrase de Marcel de Corte: le bien commun, le bien public n'est pas une entité abstraite, mais l'intégration d'une multitude fantastique de gestes quotidiens. Donc ça intègre toutes ces parties matérielles. L'utilité commune, ce sont les parties du bien commun, ce qui est nécessaire pour ce bien commun. Alors qu'est-ce que ça va comporter? Qu'est-ce que l'utilité commune va comporter? Alors, elle comportera des biens spirituels et des biens matériels qui concourent à cette communication. Des biens spirituels et des biens matériels, en particulier, pour traiter de tous ces biens, la sagesse et l'art. La sagesse et l'art. Donc, contemplare et facere. La sagesse et l'art. Pardon, la sagesse, l'art et la vertu aussi, bien sûr. Sagesse, art et vertu. Sagesse, art et vertu. C'est-à-dire toutes les activités des hommes qui sont unies selon ces trois notes qu'on avait dit, contemplare, agere, facere. Eh bien ça donne la sagesse, la vertu et l'art. Donc il nous faut successivement traiter de la sagesse, de la vertu et de l'art. D'abord la sagesse. Bon, nous avons vu ce que c'était. C'était la vertu de contemplation. Alors quels seront les rapports de la cité avec la contemplation? Il ne faut pas oublier que nous avons vu que la contemplation était l'activité humaine la plus élevée. Alors effectivement, le premier des biens qui va être intégré dans le bien commun, dans l'amitié politique, ce sera la contemplation. Ce sera la contemplation, c'est-à-dire la sagesse. Alors quels seront les rapports de la cité avec la sagesse? Je ne sais pas si vous voyez le problème. C'est les rapports de la cité, donc de la politique, avec la vie spéculative, avec les sciences, avec la philosophie, et avec la religion vue sous cet aspect naturel. C'est ça la sagesse, la contemplation. Quels sont les rapports entre les politiques et les contemplatifs? Voilà le problème. Vous voyez, ce qu'on pourrait dire, on pourrait dire, ah ben écoutez, l'État n'a pas besoin de se mêler de ça, enfin les gens qui contemplent sont dans les réalités éternelles, et ils n'ont pas besoin, les politiques n'ont pas besoin de s'en mêler. Bon, à première vue, on pourrait répondre ça. Il y a un problème ici qu'il faut noter. Il y a un problème qu'il faut noter, vous voyez. C'est que le politique est dans l'ordre de l'agir, le contemplatif est dans l'ordre du contempler, précisément. Or, nous avons vu que l'agir est inférieur au contempler. Donc, normalement, les contemplatifs devraient être purement et simplement indépendants. Vous voyez, l'État ne devrait pas se mêler de sciences, de sciences, de philosophie, de religion. L'État ne devrait pas s'en mêler, vous voyez, normalement, à première vue, puisque le contempler est supérieur à l'agir. Alors, qu'est-ce qu'il faut dire? Il faut distinguer in ordine. La réponse est délicate. Ex ordine, in ordine essentiae, c'est-à-dire dans l'ordre de l'essence, c'est-à-dire dans l'ordre abstrait, dans l'essence
même des choses. Ou ex parte objecti, c'est-à-dire du point de vue de l'objet de la sagesse, du point de vue de l'objet de la contemplation. Et deuxième point de vue, c'est l'ordre concret, l'exercice concret de la contemplation dans la cité, l'existence concrète dans la cité du contemplatif, ex parte subjecti, le contemplatif lui-même. Ces deux points de vue différents. Eh bien, in ordine objectis evue sensibili, la contemplation est la fin ultime de la politique. En soi, la sagesse, c'est le premier des biens d'amitié, c'est le premier des choses du bien commun. La sagesse est la fin ultime de la politique. De ce point de vue-là, c'est le sommet du bien commun, ça. Ce sera le sommet du bien commun, le contemplatif. La sagesse doit dominer la politique et toutes les vertus. La sagesse domine la politique et toutes les vertus intellectuelles et morales. C'est la contemplation qui doit dominer. In ordine sensi, de soi. De soi, il doit y avoir une domination et donc une certaine indépendance. In ordine existentiae, du point de vue du sujet, la sagesse est un certain bien, ce n'est pas le bien universel. La sagesse est un certain bien. C'est un objet de la volonté. C'est un objet de la volonté, un objet particulier de la volonté. Ce n'est pas le bien universel purement et simplement. Et celui qui exerce la sagesse est conditionné dans la cité, est conditionné de par la cité. Il vit dans la cité. Le contemplatif vit dans la cité. Il est un homme comme les autres. Le contemplatif pur, ça n'existe pas. Le contemplatif vit dans la cité. Ex parte objecti. Ex parte objecti. La sagesse de soi, la contemplation de soi sont autonomes. La sagesse de soi est autonome. Ex parte objecti. De soi, elle est autonome. D'où l'indépendance, c'est pas des universités, des philosophes et des prêtres. De soi, l'homme contemplatif est indépendant quant à l'objet, quant à ce qu'il pense. Ce n'est pas à la cité de dire ce qu'il faut penser. Ce n'est pas aux politiques de donner des conclusions aux philosophes et aux religieux et aux scientifiques. Voilà, la pensée, la science d'État, ou la religion d'État, de ce point de vue-là, c'est pas possible. C'est pas l'État qui doit dire aux contemplatifs ce qu'il faut penser. Ce n'est pas le politique qui doit dire aux scientifiques où est la vérité scientifique. Le scientifique est nécessité par son objet. Le contemplatif est nécessité par l'être, par Dieu. Et ce n'est pas à l'État d'intervenir, de lui dire ce qu'il faut penser de soi. Donc, quel était le bien commun? De quoi? Qu'est-ce qu'il est? Communication dans le bien. C'est une communication, c'est un bien commun, c'est par essence. S'il est commun, c'est que c'est une communication. Si c'est le but de la vie commune, c'est comme cela qu'il a été défini, c'est qu'il est une communication. Communication donc dans des biens. Alors quel bien? Eh bien c'est ça qu'il faut voir maintenant pour comprendre ce qu'est le bien commun. Dans sa partie, je dirais, matérielle. Le but est donc d'unir les hommes dans une certaine communion de biens. Quel bien? Eh bien, ces biens, il faut les voir selon les trois actes de la vie humaine, les trois opérations que nous avons dites. La contemplation, l'agir et la fabrication. Donc la contemplation qui a pour but la sagesse. Alors, quel rapport la sagesse soutient-elle avec la vie politique? Là, il y a une difficulté, c'est que l'opération contemplative est supérieure à l'action. La politique est dans l'ordre de l'action et la sagesse est dans l'ordre de la contemplation. Alors comment ces deux choses vont-elles s'ordonner? Eh bien, du point de vue de son objet, la sagesse est au-delà de l'action politique et par conséquent, la cité n'a pas à gouverner la sagesse. De ce point de vue-là, du point de vue de l'objet, ce n'est pas la cité qui doit dire quelle est la vérité. Ce n'est pas la cité qui doit donner les conclusions, imposer des conclusions philosophiques ou scientifiques, de soi.
Bon. Mais du point de vue du sujet, du point de vue de la vie concrète de celui qui contemple, alors bien sûr, le sage, dans sa vie concrète, est parti de la cité, et du point de vue du sujet qui contemple, eh bien le sage est régi par la cité. Le sage doit obéir à la cité, autrement dit, le contemplatif est un citoyen, et de ce point de vue-là, il est à l'intérieur de la cité, il est gouverné par la cité. Bien. Mais cela montre qu'il y a une partie de sa vie qui échappe à la cité. La partie contemplative, en tant que contemplative, dans son objet, n'est pas soumise à la cité. Mais l'exercice concret de la contemplation est soumis à la cité. La cité peut bien dire, mais peut déterminer, n'est-ce pas, quels seront ceux, et en tout cas, quel est le nombre de ceux qui doivent exercer la contemplation. Il est normal que la cité, de ce point de vue-là, du point de vue de l'exercice concret, régisse donc l'université, par exemple. Voyez. Là, nous sommes dans un terrain qui est un peu délicat à gérer. Parce que d'une part, la cité est transcendée par la sagesse, d'un autre côté, elle doit la gouverner, sous un autre rapport. Bien. Premier des biens, donc la sagesse. Alors, communication dans la sagesse, eh bien, ça veut dire que les hommes qui sont dans la cité communieront à une certaine contemplation. Que la contemplation des uns servira à la contemplation des autres. On pourrait appeler ça, mais le terme de culture n'est pas correct, je pense, parce que la culture, finalement, ne regarde pas seulement la spéculation, mais aussi la fabrication. Mais bon, donc le mot culture, il vaut mieux l'éviter. Mais voyez, tout ce qui est de l'ordre des sciences, de la sagesse, de la philosophie, cela est un bien commun de la cité. C'est un bien commun de la cité qui est partagé, participé premièrement par les sages, mais qui bénéficie à l'ensemble de la cité, plus ou moins. Alors, pour parler de l'éducation, il ne faut pas seulement parler de sagesse, il faut parler de vertu. Attention, l'éducation, vous voyez, au sens français, pas le mot education en anglais. Le mot education en anglais vise uniquement l'aspect intellectuel. Bon, le mot éducation en français ne vise pas du tout l'aspect intellectuel premièrement, mais l'aspect de vertu. Alors c'est précisément ce qu'il nous faut voir maintenant. L'éducation est dans l'ordre de l'agir et non pas dans l'ordre de la contemplation. Alors pour l'éducation intellectuelle, dans l'aspect strictement intellectuel, il est clair que la cité a un rôle très important, non pas pour déterminer ce qui doit être vrai, ce qui est vrai, la vérité, n'est-ce pas, n'est pas un objet de fabrication, n'est pas un objet d'action, pas un objet politique. La vérité, elle vient de la sagesse, et puis c'est tout, on ne peut rien faire là-dessus. Mais sur l'exercice concret de cette sagesse, certainement que la cité doit intervenir. Donc l'éducation dans son aspect intellectuel, effectivement, dépend de la cité, tout à fait. Et tout à fait, c'est tout à fait dans l'ordre. C'est un terrain, je dirais, mixte. C'est-à-dire que ce sont les sages qui doivent établir ce qui est vrai. Ce qu'on doit enseigner du point de vue de la vérité, cela ne doit pas dépendre de la cité. La doctrine ne dépend pas de la cité. Mais ce qu'on doit enseigner du point de vue de la matière, quelle quantité, dans quelle mesure, eh bien, cela dépend de la cité, bien sûr. Ça dépend de la cité. Donc, il y a un rôle de la cité du point de vue de l'éducation. Donc, entre parenthèses, le fait que l'État s'occupe d'éducation, en soi, c'est une chose normale. Vous voyez, dans la situation présente de l'État révolutionnaire, on se sert souvent de cet argument en disant mais l'État n'a pas de rôle dans l'éducation. Attention. Bon, parce que l'État est révolutionnaire, il nous faut lutter contre l'enseignement d'État. D'accord, oui, mais attention. De soi, il est bien normal que l'État gouverne l'éducation. Qu'il remplace tous les corps éducatifs, c'est une autre question. On va en parler plus tard. Mais que de soi, l'État est une mission éducatrice, une mission d'enseignement, pardon. Oui, c'est vrai, mais accidentellement, vous voyez. Pourquoi accidentellement ? Parce que l'objet même de l'enseignement vient de la sagesse et non pas de la politique. Ce n'est pas la politique qui doit dire ce qui est vrai. C'est la sagesse qui dit ce qui est vrai. Voyez. Donc là, la politique ne peut pas déterminer la doctrine de soi. Voyez. Mais elle peut déterminer l'exercice concret de l'enseignement. On peut dire que l'État organise en fait... Voilà. On peut dire que l'État doit organiser sous l'aspect pratique. Parce qu'évidemment, la question de l'organisation de l'enseignement est tellement liée également à la vérité que l'on enseigne que c'est des choses qui sont à gérer dans le concret. On ne peut pas, je dirais, au niveau de la philosophie, on ne peut pas dire plus que ce que nous disons. Après, il faudrait rentrer dans la pratique politique et non plus, n'est-ce pas, dans la philosophie politique. Alors, non, attendez, c'est autre chose, là. Vous parlez du problème du rapport de la personne avec les autres communautés que la société en général. Ça, c'est un problème que nous n'avons pas encore envisagé.
Oui, alors là, je pense que ce n'est pas, nous n'avons pas les éléments pour résoudre ce problème actuellement. Le problème que vous posez est le problème du rapport des différentes communautés, à savoir de la famille, par exemple, avec l'État. C'est une question que je n'ai pas envisagée. Pour l'instant, j'envisage j'envisage le bien commun de la cité. La réalisation concrète de ce bien commun à travers les différentes communautés qui composent la cité, je n'en ai pas encore parlé, voyez. J'ai parlé simplement du citoyen et de la cité, un point c'est tout. Je n'ai pas à préciser davantage, donc je n'ai pas les éléments pour répondre au problème pour l'instant. Ce qu'il faut dire simplement, c'est que l'autorité politique, voilà, sans préciser davantage, l'autorité politique a un rôle de détermination dans l'exercice concret de la spéculation et de la sagesse. Voilà, c'est tout. Je ne peux pas dire plus que cela. Deuxième activité humaine, c'est la vertu, c'est l'agir. Bon, c'est la deuxième activité de la personne, deuxième activité des hommes, de l'ordre hiérarchique. Alors, c'est là, nous touchons plus proprement la politique. Nous touchons plus proprement la politique parce que, je l'ai dit, la politique est dans l'ordre de l'agir. Donc c'est son domaine propre. C'est son domaine propre. L'agir des hommes est uni dans la politique. C'est cela, le bonheur politique. La cité, dit saint Thomas, dans le bien vivre. C'est une communication dans le bien vivre. C'est une communication de vie bonne, composée de genres divers, de modes de vie divers, et en vue d'une vie parfaite et suffisante par soi. Et en vue d'une vie parfaite, ou à cause d'une vie parfaite et suffisante par soi. En vue d'une vie parfaite et suffisante par soi. Et c'est cela qui est vivre heureusement. C'est cela qui est vivre de manière heureuse. C'est cela qui est vivre de manière heureuse. Or, vivre bien, ou vivre heureusement, vivre bien et vivre heureusement en politique, c'est opérer selon la meilleure vertu pratique. C'est opérer selon la meilleure vertu. C'est opérer pratiquement selon la meilleure vertu. Toutes ces expressions sont équivalentes. Vivre bien ou vivre heureusement, c'est opérer, c'est agir selon la meilleure vertu. Et c'est pourquoi il est manifeste. Que la communication politique consiste dans la communication des bonnes actions. Et c'est pourquoi il est manifeste que la communication politique consiste dans la communication des bonnes actions. Autrement dit, cette action des hommes en politique, cette action commune, pour être bonne, doit être vertueuse. L'action bonne, c'est l'action vertueuse. D'après ce dont nous avons traité dans la vertu, l'action bonne, c'est l'action vertueuse. La cité, je reprends le raisonnement que je vous ai dicté, qui est de saint Thomas, la cité est une communication dans la vie, pour que la vie soit suffisante. Or, une vie heureuse, c'est une vie vertueuse. Une vie heureuse, c'est une vie vertueuse, par définition de la vertu. Donc, la cité, la vie politique, est une communication dans la vertu. C'est une communication dans la vie vertueuse. C'est une communion de vie vertueuse. Alors on voit l'importance fondamentale de la vertu dans la vie politique. Je parle de la vertu naturelle, bien sûr. Autrement dit, la cité heureuse, c'est la cité qui opère les choses les meilleures. Autre manière d'exprimer le même raisonnement, la cité vertueuse, c'est la cité qui opère les choses les meilleures. Or, l'œuvre bonne est par la vertu. Donc le bonheur de la cité, c'est la vie vertueuse. Le bonheur de la cité, c'est la vie vertueuse. Oui, je dis, la cité heureuse, c'est la cité qui opère les choses les meilleures, qui fait les actions les meilleures. Or, l'œuvre bonne est par la vertu. Donc la cité, le bonheur de la cité est la vie vertueuse. L'action commune doit être une action vertueuse. Voilà, c'est cela le bien commun. Le bien commun contient la vie vertueuse. Donc il ne s'agit pas que les hommes vivent les uns à côté des autres, il faut qu'ils vivent en commun dans la vertu. Voilà le but de la cité.
C'est cette communion dans les vertus, oui. Non, justement pas. C'est la communion dans la vie vertueuse. C'est une vie vertueuse commune. Donc c'est pas le fait seulement que les gens soient vertueux individuellement, c'est le fait qu'ils soient vertueux en commun, qu'ils pratiquent en commun les vertus. Vous voyez ? C'est la communication dans les vertus. Donc les vertus, premièrement, d'abord les vertus sociales. Les vertus individuelles, bon, par exemple la tempérance ou la force, bien, seront utiles dans la mesure où elles servent à la vie commune. Donc c'est les vertus sociales qui interviennent ici, d'abord la justice, évidemment. Ce qui est d'abord la vertu au sens individuel, personnel, qui au début concerne la personne, comme la tempérance et la force, bien je dirais ça ne regarde pas immédiatement la cité. Mais ça regarde la cité dans la mesure où ça intervient dans la vie commune. Bon, quelqu'un qui n'est pas tempérant, c'est une question de bon sens. Celui qui n'est pas tempérant est nuisible pour l'ensemble de son entourage. Bien sûr, donc ça intervient indirectement. Toutes les vertus sont sociales, en définitive. Vous voyez. Donc, nous avions vu quand nous avions parlé quand nous avons fait la morale générale, nous avions parlé du bien et du mal. Et nous avions dit, eh bien, un acte moral bon, c'est l'acte qui conduit au bonheur. Et l'acte moral mauvais, c'est ce qui détourne du bonheur. Bon, ce que nous avions dit là était un petit peu abstrait. On disait, ben oui, effectivement, pour un homme, c'est pas ce qui le conduit à être heureux, mais c'est bon. C'était un peu abstrait tout ça. Mais là, on voit beaucoup plus clair. C'est que le bien moral, c'est d'être ordonné au bien commun. Et bon moralement, l'acte qui ordonne au bien commun. L'acte vertueux, c'est l'acte qui ordonne au bien commun. L'acte vertueux, c'est l'acte qui entre dans cette communication de vertu. L'acte moralement bon, c'est l'acte qui est ordonné au bien commun. L'acte moralement bon est celui qui est ordonné au bien commun. Voilà, alors, la morale naturelle, eh bien c'est ça. La fin de la morale naturelle, le point, je dirais, qui gouverne la morale naturelle, il est là. Voilà le fondement de la morale, vous voyez. J'entends naturel, si on fait l'appel à la révélation, c'est autre chose. Maintenant, il y a une petite difficulté, on pourrait poser une objection, mais enfin, il y a quand même des choses de loi naturelle qui sont des choses strictement personnelles et qui ne viennent pas de rapports politiques. Des questions de morale personnelle, mettons par exemple à première vue, n'est-ce pas, des questions sur le fait de l'avortement ou bien sur la contraception, qui sont des choses qui concernent la famille, ou bien sur la vie morale personnelle, bon, des choses qui apparemment, sur la tempérance, sur la force, bref, les commandements de la loi naturelle, les préceptes de la loi naturelle, il semblerait que, mais on ne comprend pas pourquoi on voudrait leur donner une dimension politique. Mais là, je crois qu'il y a une distinction à faire, c'est qu'il y a des choses qui concrètement se réalisent dans la morale surnaturelle et qui sont connaissables par la nature et qui ne sont déterminées et définies en définitive que par la morale surnaturelle. Je prends un exemple. La religion. Bon, la religion, effectivement, ça découle de la nature humaine. La religion, c'est l'homme est naturellement religieux. Bon, mais concrètement, quelle est la religion qu'il faut pratiquer? C'est la religion surnaturelle. Donc on a besoin de la révélation pour ça. Alors ce n'est pas de soi, premièrement, une réalité politique. C'est parce qu'en fait, on la connaît, ça découle de la nature, mais ça n'est connu concrètement que par la révélation. La religion naturelle, ça n'existe pas, enfin, écoutez. Nous sommes en politique pratique. Eh bien, soit nous sommes sur un terrain surnaturel, et la religion, c'est la religion catholique, soit nous sommes sur un terrain naturel, et la religion, nous ne la connaissons pas. Donc quand je parle de morale naturelle politique, comprenez bien, ce n'est pas ce que la morale surnaturelle enseigne et qui assume ce qui vient de la nature, mais qui ne peut pas être déterminé sans la nature, c'est simplement ce qui est connaissable et ce qui peut se réaliser concrètement par la nature. Alors la conséquence, vous la voyez tout de suite, c'est qu'évidemment, la morale n'est pas indifférente à la cité, bien au contraire. La cité doit conduire les hommes à la morale, à la vertu. Il est facile de tirer la conclusion. Le but de la cité, c'est le bien commun. Or, le bien commun le bien commun requiert la vie vertueuse. Le but de la cité est le bien commun. Or, le bien commun requiert la vie vertueuse. Donc, la cité doit faire les citoyens vertueux, doit rendre les citoyens vertueux.
La cité doit rendre les citoyens vertueux. Autrement dit, la vertu, la morale ne sont pas séparées de la cité. La cité doit prescrire la morale. Il faudra apporter quelques nuances quand on examinera les rapports entre la cité et la personne, voir si tous les actes de la personne sont susceptibles d'être régis par la cité. Mais d'une manière générale, il faut commencer par dire que la morale regarde la cité. La morale doit, la cité doit imposer une morale, doit conduire les citoyens à la vertu. Les lois et donc le gouvernement doit conduire les gens à pratiquer une vie vertueuse. Oui. Ça veut dire que les politiciens connaissent la morale, évidemment. Est-ce que vous déterminez... Oui, alors c'est là que le sage intervient. Le sage, le spéculatif, le contemplatif doit intervenir pour dire quelle est la morale. Oui. Mais le gouvernant, l'homme politique, doit connaître la morale, il doit la pratiquer pour lui-même et puis la faire pratiquer. Il doit faire pratiquer la morale. Il restera à voir quelle est cette morale de manière précise, mais et cette morale, le sommet de la morale, c'est l'ordonnance au bien commun. Le sommet de la morale, c'est de la morale naturelle, c'est l'ordonnance au bien commun de la cité. Donc toutes les lois morales culminent dans ce dévouement, cette ordonnance à la cité. Donc les vertus politiques sont les plus importantes. Alors d'où la question qu'on posait tout à l'heure, l'éducation, bien oui, effectivement, c'est pourquoi la cité a un rôle éducatif. La cité doit s'occuper de l'éducation des citoyens, bien sûr, c'est tout à fait normal. C'est parfaitement légitime. Donc là aussi, il ne faut pas exagérer. À cause de l'État totalitaire qui pose un problème dont on parlait, on se sert comme argument, on prend l'argument en disant mais l'État n'a aucun rôle éducatif, l'État n'a pas à s'occuper de l'éducation. Ah non, c'est pas vrai ça. C'est normal, c'est parfaitement légitime de la part de l'État de s'occuper de l'éducation. D'ailleurs, c'est le bon sens même. Si les enfants sont mal élevés, la cité s'écroule. Si une famille élève mal ses enfants, les conséquences, c'est pas seulement pour la famille elle-même et pour les enfants eux-mêmes, c'est le bien public. D'ailleurs, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi la délinquance? Pourquoi cette situation d'insécurité générale? Parce que les enfants ne sont pas élevés. Télévision, etc. Et puis les divorces, etc. Les enfants sont mal élevés. Alors c'est normal que ça se finisse dans la drogue et dans les cambriolages. Ça vient de l'éducation. Essentiellement, l'éducation, c'est capital. Vous voyez, les hommes politiques aujourd'hui se préoccupent, n'est-ce pas, de l'économie, mais ils ne s'occupent pas du tout de l'éducation, ils s'en fichent complètement. Complètement. Et voyez le résultat. C'est primordial. Et je dirais, si on devait restaurer une cité chrétienne, je dirais, on pourrait se permettre de laisser crouler certaines choses, mais la première chose qu'il faudrait restaurer, c'est l'éducation. C'est à long terme, vous voyez. C'est l'avenir de la cité. Une faute politique qui a été, à mon sens, qui a été commise par les conservateurs et démocrates chrétiens en Valais, par exemple, c'est d'avoir laissé depuis, je ne sais plus combien de temps, depuis plus de 20 ans, le département d'éducation au Parti radical. Si un département qu'il fallait garder, c'était ça. On pouvait leur laisser les routes, les travaux publics, l'économie, tout ce que vous voulez, hein. Mais l'éducation, il fallait garder ça. Première chose à faire. Et si on fait une action politique et si on espère avoir un rôle dans le domaine politique, la première chose qu'il faudrait prendre en main, c'est l'éducation. Première chose. Bon, le reste est moins important, oui. Alors, oui, mais là, vous faites intervenir l'Église. Alors, en philosophie politique, en prudence politique, on était obligé de parler de ça. Et en philosophie politique, où nous voyons les principes, je ne considère pas pour l'instant les rapports avec l'Église. Alors effectivement, mais c'est parce qu'en fait, il y a un accord, vous voyez, entre l'Église et l'État de ce point de vue-là. Parce que l'Église a aussi et premièrement même une mission éducatrice. Donc, d'où le rapport qu'il y a entre les deux. Mais même dans le cas où l'Église assure l'éducation, l'État ne peut pas s'en désintéresser. D'ailleurs, c'est ce qui s'est passé au début. Vous voyez ce qu'a fait Charlemagne, par exemple, vous voyez. Alors là, il y a un accord entre l'Église et l'État. Parce que l'État et l'Église ont tous deux ce but d'éducation, de deux points de vue différents. Ils doivent coopérer de ce point de vue-là. L'Église et l'État doivent coopérer dans l'éducation. Mais il ne faut pas dire que l'État n'a pas de rôle éducatif, certainement pas.
C'est pourquoi l'État doit intervenir. Vous voyez, c'est normal que l'État favorise l'éducation des enfants, s'intéresse à ce qui se passe dans les écoles, s'intéresse à ce qui se passe dans les camps, par exemple. Alors, de soi, c'est normal. Bon, quand il le fait, dans quel but? C'est autre chose. Bon, de soi, c'est normal, l'État a un rôle éducatif. Parce que la vertu des citoyens, je dirais, c'est le but même de la cité. Et là, il y a un rôle la morale est déterminée par la cité. Bien. C'est le deuxième aspect, l'agir, la morale. Alors, à ce propos-là, bon, j'en traite à ce propos, on pourrait en parler à d'autres occasions, mais autant en traiter maintenant. Se situe ici le problème de la peine, de la faute et du mérite. Quand il y a un acte mauvais, donc un acte qui se détourne de la fin ultime, qui se détourne du bonheur, et dans le domaine qui nous intéresse ici, donc, un acte qui se détourne du bien commun. Eh bien, cet acte mauvais doit être considéré du point de vue de la personne individuelle, et pour en traiter pleinement, là, il faudrait faire intervenir la religion, parce que la vie personnelle de l'homme ordonnée à Dieu est du domaine de la religion, de l'Église, mais également du point de vue du bien commun. Un acte mauvais concerne le bien commun de la cité, bien sûr. Donc la cité doit s'occuper des actes mauvais. Et inversement, lorsqu'il y a un acte bon, eh bien, cela concourt au bien commun. Donc la cité doit aussi s'en occuper. Alors que se passe-t-il lorsqu'il y a un acte bon, du point de vue de la cité, du point de vue moral? Un homme fait un acte bon, je ne sais pas, un soldat fait un acte d'héroïsme, ou bien un homme fait une invention géniale, n'est-ce pas, qui rendra service à la communauté, etc. etc. Bon, quelqu'un fait un acte bon. Eh bien, cet acte lui-même a pu avoir une certaine efficience physique. Mais il a eu aussi un effet, et même surtout un effet au plan moral, au plan du bien commun. Ce qu'il a apporté n'est pas une chose quantitative. Il a apporté un bien d'ordre politique, un bien d'ordre moral. Eh bien, il est conforme au bien commun que cet acte soit récompensé. Et c'est là qu'intervient le mérite. Nous en parlerons à propos de la justice. C'est que le mérite est l'ordre de cet acte humain à une rétribution. On doit récompenser l'acte bon. Le bien commun requiert que l'on récompense l'acte bon. On mérite quelque chose, parce que son action redonde sur toute la communauté. Inversement, l'acte mauvais est contraire au bien commun. Eh bien, il y a une règle de la nature, c'est que ce qui s'éloigne, ce qui agit contre un ordre, est réprimé par cet ordre lui-même. Ce qui agit contre un ordre est réprimé par cet ordre lui-même. Donc, ce qui agit contre le bien commun de la cité doit être réprimé par la cité. Ce qui agit contre le bien commun de la cité doit être réprimé par la cité. C'est le bien commun qu'il requiert. Et cette répression de l'acte mauvais s'appelle la peine civile. Cette répression de l'acte mauvais s'appelle la peine civile. Voyez, ce qui se passe lorsqu'il y a un acte mauvais. Lorsqu'il y a un acte moralement mauvais, on enlève quelque chose au bien commun. Mais ce qu'on enlève au bien commun, ce n'est pas, premièrement, une matière, ce n'est pas une quantité, c'est un bien moral. C'est un bien moral. Alors il faut restituer ce bien moral qui a été enlevé. Et c'est cela la peine. Et c'est pourquoi la peine n'est pas premièrement d'ordre quantitatif. C'est une estimation pour restituer le bien commun. Oui. Ah, c'est la justice qui dirige tout. On verra les différentes vertus, oui. Alors oui, ça dépend. Vous voulez dire la détermination de la peine? De la peine selon la faute. Oui. Alors cette détermination vient des constitutions de la cité. Elle vient des constitutions de la cité. Elle vient de ce qui est spécial à cette cité. On ne peut pas le déterminer. Il y a des choses qui viennent de la nature, mais ça ne suffit pas. C'est la loi, c'est la justice qui déterminera cela. Vous voyez. Il faut d'abord voir que ça existe. Il faut que le coupable restitue au bien commun qu'il a lésé. Et c'est cela qui est la peine. La peine, c'est la restitution au bien commun. Oui. C'est le bien commun qui est premier. C'est la restitution du bien. Ce qui commande, c'est ce qu'il faut restituer au bien commun. Niveau intellectuel, c'est d'abord un bien moral. Avant d'être, voyez, ce qui est plus important pour le bien commun,
c'est pas la quantité matérielle de destruction, c'est la quantité morale, quantité entre guillemets, voyez. Donc ce qui va chiffrer la peine, c'est pas la restitution des dommages causés. Bon, supposons que, je sais pas, on est allumé un incendie, il faut réparer un immeuble, bon, ça va coûter cher, il faut payer. Mais c'est pas ça la peine. Ça c'est la restitution, je dirais matérielle, mais la peine, c'est la restitution morale. Donc il faut non seulement payer l'immeuble qui a brûlé, mais accomplir une peine qui restitue au bien commun. Et cette peine étant morale, elle n'est pas purement quantitative. Elle est d'ordre moral, et donc elle comporte des actes d'ordre moraux, comme par exemple le fait d'être emprisonné. Voyez ? Donc, quand on parle de peine civile, il faut bien comprendre ce que c'est. Il ne s'agit pas de mettre les assassins ou les voleurs en prison de manière qu'ils ne gênent personne. C'est pas seulement ça. C'est qu'il faut restituer au bien commun par un acte destructeur, voyez, un acte destructeur du coupable qui est comme une restitution au bien commun. Un acte qui diminue. Voyez, c'est une loi de la nature. Ce qui agit quand un ordre, il faut restaurer l'ordre qui a été détruit. Pour restaurer l'ordre qui a été détruit, il faut que le coupable subisse quelque chose. Voyez. D'où le fait que les peines peuvent être extrêmement variées. Et alors, bon, c'est la constitution des différentes choses qui peuvent intervenir qui détermine cela. Mais de soi, il ne faut pas dire c'est la prison, parce que quand il est en prison, il nous fiche la paix. Mais ce n'est pas cela. Ça, c'est ce qu'on appelle la peine médicinale. La peine médicinale a pour but la conversion du coupable. Bon. Mais cette peine médicinale qui a pour but la conversion du coupable ne doit pas être confondue avec la peine vindicative. Vindicative, vengeance, vindicative, qui a pour but la restauration du bien commun. Restauration du bien commun. Donc on ne met pas le coupable en prison pour qu'il se convertisse. S'il se convertit, tant mieux. Mais ce n'est pas seulement pour ça. C'est pour restituer au bien commun. Ce qui explique qu'il n'y a pas, non seulement, il n'y a pas que la peine de prison. Toute œuvre afflictive restitue au bien commun. Et après tout, eh bien, le système du pilori, personnellement, je trouve que c'était pas si mal que ça. C'était pas si mal que ça. Ça coûtait moins cher, et c'était certainement beaucoup plus efficace que la peine de prison. Ça explique que des châtiments physiques sont parfaitement légitimes. Parfaitement légitimes. Le fouet en public, après tout, ça ferait peut-être pas de mal. Ça coûterait aussi moins cher à l'État, et ça aurait peut-être plus d'efficacité que des peines de prison qui, du reste, ne sont pas appliquées parce qu'il y a tellement de monde dans les prisons qu'on ne sait plus ce qu'il faut faire. Bon. Vous voyez, c'est ça la peine. Quand on parle uniquement de peine médicinale, on ne comprend pas. C'est là, j'emprunterai une autre fois, plus en détail, mais c'est là que s'introduit la peine de mort. Vous voyez. Si vous parlez de peine médicinale, la peine de mort va convertir le coupable. Oui, bon, peut-être, je ne sais pas. C'est pas ça. C'est la restitution au bien commun. Or, les hommes politiques peuvent estimer, bon, c'est une chose qu'on peut discuter, bien sûr, les hommes politiques peuvent estimer que le bien de la cité, qui est supérieur au bien de la personne, requiert la mort de cette personne. Parce qu'elle a agi très gravement contre le bien commun. Alors, dans quel cas faut-il le faire? C'est une autre question, bien sûr. Mais de soi, on voit la légitimité ici. C'est la peine vindicative. C'est pas pour assouvir la passion des gens. N'est-ce pas? Les gens ont été révoltés par le crime, alors, n'est-ce pas? Alors ils veulent qu'ils soient tués. Voilà. Bon. Mais non, c'est pas ça la peine de mort. Vous comprenez? C'est que le bien de la cité a été gravement lésé, et donc il est légitime de mettre à mort celui qui en est coupable. Voilà. Pour le bien commun. Et puis si ça le convertit, tant mieux. De toute façon, au plan politique, je dirais que cette conversion ne nous intéresse pas tellement, si c'est la peine de mort. Voilà. Au plan de la vie surnaturelle, c'est autre chose, mais au plan de la vie naturelle, bon, je dirais la conversion du coupable n'avance pas à grand-chose. Mais par contre, c'est pour la cité. Pour le bien de la cité peut requérir, je ne dis pas nécessairement, mais peut requérir qu'il y ait la mise à mort d'un grave coupable. Oui, mais de fait, c'est ce qu'il faudrait faire, mais l'acte bon, précisément, est-il en état de le faire? Et est-il possible, cet acte bon, vous voyez? On a assassiné, je ne sais pas, une personnalité très importante. Bon. Quel est l'acte bon qui peut réparer ça? Bon, là aussi, quand on rentre dans la pratique quotidienne, il faut faire intervenir le rapport avec l'Église. Mais vous voyez, cette peine vindicative, c'est autre chose que le problème de la peine surnaturelle, de la pénitence surnaturelle et autre chose, ça n'a rien à voir. C'est autre chose que la conversion de la conscience. Il ne faut pas confondre. Ah, mais il s'est converti en prison.
Mais d'accord, mais ça n'a rien à voir. Ben, c'était actuel ces derniers temps, on dit, mais s'est converti en prison, il a trouvé la foi, etc. Bon, mais justement, si le coupable s'est converti en prison, eh bien il ne refusera pas la peine. Justement. Le coupable qui s'est converti en prison, il acceptera la peine, au lieu de se révolter contre elle. La conversion de la conscience, c'est un autre problème. Là, il s'agit du fait politique. La peine de mort, oui, toute autre peine, est un problème politique. Ce n'est pas un problème de morale personnelle. Bon, disons, oui, pour le bien commun. Parce que le fait d'un coupable repenti peut faire du bien à la cité. De ce point de vue-là, oui. C'est pourquoi il faut qu'il y ait une peine médicinale. Mais il faut aussi qu'il y ait une peine vindicative. Ben alors, on peut se demander quel est le mode d'action de cette peine vindicative. Effectivement, ça intervient, la crainte intervient ici, bien sûr. C'est certain. C'est un des objets concrets principaux de la peine. C'est qu'il fait craindre les coupables potentiels. Alors, disons qu'il n'accepte ou qu'il ne l'accepte pas, l'exercice de cette peine vindicative restaure le bien commun. Ah, c'est possible. C'est-à-dire, alors c'est une question de prudence pour savoir comment appliquer les peines vindicatives. Voyez. Et si le coupable ne se convertit pas au plan de la vertu intérieure, et bien qu'au moins la crainte lui fasse pratiquer la vertu. La cité, voyez-vous, ne regarde pas la vie intérieure des personnes. On va en parler plus loin. La cité ne regarde pas de soi la vie intérieure des personnes, elle regarde la vie morale extérieure. Ce qui nous intéresse, c'est qu'il arrête de faire du mal extérieurement. Le fort interne de sa conscience, je dirais, elle regarde le prêtre, vous voyez, elle regarde l'Église. La cité n'a pas à s'occuper de le rapport de la personne à Dieu ne regarde pas immédiatement la cité. Pas immédiatement, indirectement oui, mais indirectement non. Il est dépendant de l'intérieur. C'est pourquoi il y aura une prudence dans l'application des peines. Effectivement, comme vous dites, une injustice, une peine vindicative exagérée pourrait entraîner une révolte et pourrait donc nuire au bien commun en définitive. Donc la peine vindicative ne pourra pas être déterminée de manière universelle, mais elle sera déterminée en fonction des circonstances et en fonction des conditions locales. Bon, ça aussi nous en parlerons plus tard pour la détermination générale. Pour l'instant, ce que je veux dire, c'est que ça doit exister. Il faut comprendre qu'il y a une peine vindicative qui existe à cause de ce rapport moral de la cité. Je crois que dire le coupable perd sa dignité, disons, soit on veut dire la même chose que nous, à savoir que le coupable, en tant que citoyen, je dirais à droit, non pas à droit, mais le coupable en tant que citoyen, doit participer au bien, au bonheur, voyez. Et sa dignité, c'est dans les actes bons. La dignité du citoyen est dans les actes bons. Alors le fait qu'il fasse des actes mauvais, effectivement, il perd sa dignité. Alors, puisqu'il fait des actes mauvais et qu'il perd sa dignité de citoyen, alors une partie de sa dignité de citoyen, alors la cité fait cela. Mais justifier cela en disant qu'il y a un droit absolu de l'homme à tel et tel et tel et tel bien, mais que, étant donné qu'il a perdu sa dignité, il a perdu ses droits, alors ça c'est un argument personnaliste, vous voyez, on ne voit plus le rapport de la personne à la cité. Si on veut dire par là, l'homme en tant qu'homme, en tant que personne humaine, a droit à un certain nombre de choses, mais comme il a perdu sa dignité, on les lui enlève, ben cet argument-là ne veut rien dire. Ça ne veut rien dire, ça présuppose les droits absolus de la personne humaine, dont juste à présent nous n'avons pas parlé, on ne voit pas en quoi on pourrait en parler, enfin nous parlerons de l'idéologie des droits de l'homme plus tard, hein. Il n'y a pas de droit absolu de la personne humaine, c'est pas ainsi qu'il faut résoudre le problème. Donc effectivement, il y a certains arguments là-dessus qui sont plutôt plus ou moins d'ordre personnaliste et dont il faut se méfier. Si c'est une autre manière d'exprimer ce qu'on vient de dire ici, d'accord, mais je pense que ça ne suffit pas. Oui, mais bon, ne rentrons pas dans les détails, hein. Mais c'est le fait que la peine soit vindicative. Ça ne remplace pas la restitution des biens matériels. Ça contient la restitution des biens matériels. Donc, comme vous dites, bon, ben, s'il a cassé quelque chose, les travaux forcés pour réparer ce qui a été cassé. C'est entendu. Mais ça, c'est la restitution matérielle. Ce n'est pas l'essentiel du problème. C'est un aspect accessoire. C'est un aspect accessoire. Voyez. De savoir si cette peine vindicative doit consister dans la prison, dans les travaux forcés ou dans je ne sais quoi encore, bon, c'est un détail qui s'examine selon les conditions concrètes, et puis c'est tout, vous voyez. Mais c'est autre chose, il faut bien comprendre que la peine vindicative, c'est autre chose que la restitution matérielle d'un bien qui a été cassé ou brisé, vous voyez. Bon, un incendiaire, bon, doit réparer les dégâts qui ont été causés, c'est entendu. Mais c'est pas ça le problème, vous voyez. J'ai brûlé la maison du voisin. Bon, il faut que je paye la maison au voisin, d'accord.
Mais ça, ce n'est pas la peine vindicative. La peine vindicative, c'est que je dois être en prison, parce que si on commence à incendier les maisons, la sécurité publique n'est plus assurée. Et donc il faut mettre les incendiaires, disons, les punir, voyez. Même si en plus on les oblige à rembourser les dégâts. Ce n'est pas la même chose. Il ne faut pas confondre. Il faut pas confondre. La peine vindicative est une chose d'ordre moral. Ce n'est pas une chose d'ordre quantitatif ou matériel. Oui. On peut faire rentrer là-dedans l'exemple, effectivement. Oui, ça sert d'exemple au futur coupable. C'est entendu, c'est un des éléments de la peine vindicative. Et il faut bien comprendre que c'est quelque chose de moral. Disons, l'acte vertueux est mieux que l'acte mauvais puni. Ça, oui, effectivement. C'est pourquoi, effectivement, la peine vindicative ne pourra pas réaliser la justice parfaite. La peine vindicative parfaite, qui remet les choses à zéro, si j'ose dire, ça, c'est pas possible. Les choses de ce monde, lorsqu'elles sont détruites, elles sont détruites. Qu'est-ce que vous voulez faire? Ça, on n'y peut rien. C'est-à-dire qu'au ciel, qui vous parlez d'une justice parfaite, Ici-bas, la justice est imparfaite. Effectivement, on ne refait pas les choses. De fait, disons, exécuter un criminel, ça ne fait pas ressusciter les gens qui sont morts. Ben oui, bien sûr. La justice parfaite, la réparation parfaite n'est pas possible. On essaie, en politique, on essaye de faire ce que l'on peut. Voyez. Il faut voir les principes qui permettent d'agir, c'est tout. Voilà pour la vertu. Bon. Je passe rapidement, enfin, au troisième acte, qui concerne le bien commun. C'est le faire, le facere. Le facere, le faire. Alors le facere, qu'est-ce que ça regarde? Ça regarde pas seulement les arts, les beaux-arts, les œuvres d'art, bon, l'architecture, la peinture, la musique, etc. Mais ça regarde tous les objets de fabrication. Donc tout ce qu'on appelle aujourd'hui l'économie, l'industrie, la production, bon, des produits de l'agriculture, les produits de l'industrie. Tout cela rentre dans ce chapitre, vous voyez. Tous les biens matériels, bon, les services divers, bon, que ce soit même les services techniques, production d'objets, de machines, etc. On peut faire des différentes catégories, vous voyez. Les biens qui sont produits pour la nourriture, les biens issus de l'agriculture, les biens qui sont issus de l'industrie, bon, tout ce qui est du domaine de ce qu'on appelle aujourd'hui l'économie. Alors, comment considérer ça par rapport au bien commun? Comment ça rentre dans le bien commun, ça? Ça rentre dans le bien commun, effectivement, mais comment? Comment ça doit être réglé par rapport au bien commun? Là aussi, il faut distinguer, comme pour la contemplation, il faut distinguer l'objet et le sujet. In ordine essentiae seu obiecti, l'ordre de l'essence ou de l'objet, d'une part, l'ordre de l'existence ou du sujet, d'autre part. L'ordre de l'essence ou de l'objet, c'est-à-dire le problème de ce qui est fabriqué, le but lui-même. L'ordre de l'existence et du sujet, c'est-à-dire l'exercice concret de la production. Alors, dans l'ordre de l'essence ou de l'objet, il faut observer que la fin propre de la fabrication, c'est la chose qui est fabriquée, et c'est la personne pour laquelle elle est fabriquée. Mais ce n'est pas le bien commun. La fin propre, la fin ultime, c'est toujours le bien commun. Mais la fin propre, c'est la chose qu'on fabrique, et c'est la personne pour laquelle elle est fabriquée. Donc ce n'est pas immédiatement le bien commun. Il faut observer aussi que ce qui est fabriqué, d'autre part, est un certain bien. Bon, un certain bien, mais qui est aussi objet d'intelligence, et pas seulement de volonté. Alors on distinguera aussi, dans les choses qui sont fabriquées, deux sortes d'art. Il y a l'art utile et l'art libéral. L'art utile et l'art libéral. L'art utile a pour but l'agir ou le faire. L'art utile a pour but l'agir ou le faire. L'art libéral a pour but la contemplation. L'art utile a pour but l'agir ou le faire, donc c'est une machine qui sert à fabriquer une autre. Et l'art libéral a pour but la contemplation. Il a déjà une certaine perfection en lui-même. Voilà ce que l'on peut dire du point de vue de l'essence. Du point de vue de l'existence ou du sujet,
Il faut observer que l'exercice de l'art est conditionné de par la cité, de fait. Je ne dis pas qu'il doit être conditionné, mais il est de fait conditionné. Vous ne pouvez pas travailler, on ne peut pas fabriquer quelque chose sans la cité. Il y a un conditionnement de par la cité. Il y a un rapport avec la cité, avec la vie publique, avec la vie politique. Alors nous allons tirer des conclusions sur le rôle de l'État, le rôle de la cité dans l'exercice des arts.